transcription, c'est parfait. Merci d'être là. Je m'appelle Chantal Pelletier, je suis, coordonnatrice transfert et contenu à l'IRCM, donc l'Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie. Et un des dossiers qu'on m'a confié lorsque je suis arrivée, il y a 1 an, c'était d'établir une espèce de portrait de la situation de la Montérégie avec des caractéristiques sociodémographiques, des caractéristiques territoriales qui ont un impact sur la persévérance scolaire. Donc, c'est un dossier qui m'a passionnée, qui me passionne toujours. Et au fil des années, de cette année, j'ai découvert aussi d'autres subtilités desquelles je n'étais pas consciente au tout début. Alors, je vais vous partager un peu ça aujourd'hui, les points les plus importants. Ce document que je vous partage à l'écran va être disponible sur le site web de l'IRCM ainsi que l'enregistrement de cette rencontre. Je vais donc juste vous montrer à quel endroit sur le site. Alors, sur le site, il y a un onglet ici qui s'appelle Campagne et ce sera sous le libellé Mercredi statistique que vous retrouverez l'ensemble de tous les portraits, en fait, qui ont été présentés jusqu'à maintenant. Vous pouvez télécharger les portraits en PDF, puis vous pouvez bien sûr voir les webinaires en reprise s'il y a d'autres MRC qui vous intéressent. Profitez-en pour vous abonner à l'infolettre si jamais ce n'est pas encore fait. Tout au long de la rencontre, parce qu'on n'est pas beaucoup, puis que c'est plus agréable, vous pouvez poser des questions. Donc, vous levez votre main virtuelle ou votre main réelle. Je vais essayer de gérer, là. Je pense que la main virtuelle, j'ai plus de chances de la voir parce que j'ai 2 écrans, donc peut-être que ce sera plus facile. Mais ne vous gênez pas, on lève la main et on pose la question comme vous le voulez, au moment où vous le voulez. Est-ce que c'est compris? Est-ce que tout le monde est prêt? Parfait. Le portrait de l'agglomération de Longueuil découle de ce gros portrait plus régional qui avait été publié au départ, qui est le portrait de la Montérégie. Et on avait dans ce portrait-là, on avait donc regardé 15 indicateurs, comme je vous disais, qui sont des indicateurs pour la plupart sociodémographiques et territoriaux. On sait que ces éléments-là ont une influence, donc sur la persévérance scolaire. Alors, je me suis demandé, moi, comment on pouvait regarder notre territoire et voir lesquels MRC avaient peut-être un impact plus prononcé avec certains indicateurs et d'autres MRC avec d'autres indicateurs. Ça a donc donné un tableau, là, je ne présente pas le portrait de la Montérégie parce que ce serait trop long, mais en fait, c'est que ça a donné un tableau dans lequel on peut constater les 15 indicateurs sont ici. On a nos 13 MRC avec Longueuil, l'agglomération de Longueuil qui est presque au centre ici. Ça donne une idée des endroits où les indicateurs sont peut-être plus impactants pour Longueuil. Ici, on a le taux de mobilité de la population que je vais vous expliquer tout à l'heure, le taux de faible revenu, les personnes issues de l'immigration de première génération, la connaissance du français, qui sont des indicateurs sociodémo qui vont peut-être avoir un impact plus prononcé chez vous. Et le taux de personnes sans aucun certificat, diplôme ou grade, l'indice de littératie sous le niveau 3 et le taux d'enfants 0,4 ans qui bénéficient d'une place en service de garde, bien que ce soit quand même des défis dans l'agglomération de Longueuil, c'est peut-être des défis qui vont impacter moins la persévérance scolaire. Le vert et le rouge ne veulent pas dire ça va bien, ça va pas bien. Hein, on le sait qu'il y a des défis dans tous les aspects. Ce n'est pas un bulletin pour dire bravo ou non. C'est vraiment pour montrer quels sont les endroits où ça peut avoir un impact plus important. Alors, Longueuil, on vous voit ici, là, on a mis des couleurs pour indiquer un peu quels sont les MRC qui ont je dirais, plus d'impact par les facteurs étudiés. Et Longueuil, vous vous situez ici, là, presque au centre de des 13 MRC là, de la Montérégie. Quand on parle de rouge ou de vert, ça veut dire qu'on a regardé le rang centile. Donc, les personnes qui sont, pas les personnes, pardon, les indicateurs qui sont rouges, ce sont ceux qui sont dans les 20 percentiles les plus gros, en fait, les plus forts, et ceux qui sont en vert, ceux qui sont entre les 20 à la queue, je dirais. Là. Donc, ce sont les extrémités qui ont permis d'établir ce portrait-là. Est-ce que tout le monde me suit? Je continue? D'accord. Je vais rentrer maintenant avec l'agglomération de Longueuil. Juste regarder ça ici.
L'agglomération de Longueuil, je l'ai présentée en cours d'année 2024 à plusieurs personnes des municipalités, notamment de la municipalité de Longueuil et des autres municipalités autour. Et on m'avait fait la remarque à ce moment-là, alors que je venais tout juste d'arriver, puis j'étais peut-être moins au courant des réalités, que Brossard, Saint-Bruno, Longueuil, etc., c'est Saint-Lambert, c'est 5 réalités. Il y a 5 grandes villes, puis il y a 5 réalités qui sont complètement différentes. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la mesure du possible, lorsque j'avais les données, j'ai décidé d'ajouter une annexe que j'ai créée moi-même. Là. Il y a pas, le graphisme n'est pas aussi beau que celui qu'on a envoyé chez notre graphiste, mais j'ai décidé de vous montrer les données par ville et on va voir les écarts absolument inimaginables qu'on peut retrouver entre les différentes villes, ce qui fait que j'arrête pas de dire que c'est quand on regarde la Montérégie au complet, c'est impossible de percevoir les réalités des 13 MRC. Mais quand on regarde les statistiques de Longueuil au complet, c'est impossible de percevoir les réalités des 5 grandes villes. C'est incroyable. Donc, je vais vous présenter ça aussi aujourd'hui avec le temps qu'on a. Évidemment, on n'a pas beaucoup de temps. Je voulais avoir un webinaire d'1 heure parce que c'est pas tout le monde qui a ce temps-là à consacrer aussi dans sa journée. Donc, ça se peut que ça soit crunch un petit peu, mais le document va être accessible. Vous allez pouvoir lire un peu plus les explications, regarder un peu plus en détail les indicateurs. Donc, on reprend la même liste des 15 indicateurs, cette fois-ci pour Longueuil. Je les passe un par un. Je vais m'attarder moins à ceux qui sont peut-être un peu moins impactants pour avoir le temps pour les autres. Donc, Longueuil, la plus grande ville, enfin, pas la plus grande, mais en termes de population, la plus grande agglomération ou MRC, là, je vais utiliser le mot MRC parce que je vous compare à 12 MRC. Donc, la plus grande MRC en termes de population et une augmentation de population entre 2016 et 2021. Puis là, 2021, malheureusement, ça commence à dater, mais c'est le dernier recensement. Fait que c'est pour ça que les données sont 2021. Et je veux vous dire que je suis bien consciente qu'il y a des données qui ont dû changer vraiment très fortement dans les dernières années, notamment à cause de cette pandémie. Et dès que j'aurai des données plus actualisées, évidemment que je vais mettre à jour ces portraits-là. Alors, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas trop. Moi aussi, je trouve que 2021, ça commence à dater, mais ça donne une tendance, hein, voyez-vous, de ce qui se passe. Donc, on peut avoir un aperçu. Donc, 4,9 d'augmentation de population. Donc, ça impacte les services, ça impacte ce que vous avez à fournir comme service. Je vois qu'on a Centre jeunesse emploi, on a la santé, on a le service de formation professionnelle, donc en termes d'éducation, on a 3 secteurs hein, qui sont assez représentatifs, qui tournent autour des jeunes. Ça impacte les services que vous avez à donner. Et ici, notre belle Longueuil, avec ses 1547 habitants par kilomètre carré, quand on regarde, je suis allée voir ici ma densité de population avec nos grandes villes, eh bien, c'est pas partout pareil. Hein? Saint-Bruno et Boucherville, c'est quand même une densité de population qui est beaucoup moins intense. Regardez Saint-Lambert, 3000 habitants par kilomètre carré, 3010, c'est énorme, c'est 2 fois plus que cette moyenne-là ici de la ville de Longueuil. Quand on parle de densité de population, c'est évident qu'on peut imaginer que c'est positif pour l'accès aux services. OK? Donc, l'accès physique aux services. Hein? Donc, on peut être plus près des services, on peut marcher vers les services, il y a des transports en commun vers les services, contrairement à une zone rurale où les services sont plus éloignés, puis parfois les gens n'iront pas chercher le service parce qu'ils ne peuvent pas se rendre. Par contre, aussi, c'est que plus il y a de monde, plus il y a de besoin pour les services. Est-ce que les services sont toujours capables de fournir? Ça aussi, c'est une autre question. Mais Saint-Lambert, vraiment, pour moi, ça a été une grande surprise, plus même que la ville de Longueuil et que Brossard. Donc, c'est vraiment étonnant ici. Et c'est à se questionner à savoir si cette densité-là est positive ou négative à ce moment-là là, pour la persévérance scolaire, tellement il y a beaucoup de monde. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions. Le taux de mobilité, c'est super important de regarder cet aspect-là parce que la mobilité, c'est les déménagements. OK? C'est les gens qui ont déménagé entre 2016 et 2021.
Quand on parle de déménagement, puis ça aussi, c'est une question que j'ai eue pendant mes premières présentations. Les gens disaient oui, ils ont déménagé, mais ils venaient d'où? Ils sont allés où? C'était qui ce monde-là? Tu sais, ils arrivent-tu d'ailleurs? Ils arrivent d'où? Puis c'est une excellente question parce que si les gens arrivent de l'extérieur de la ville ou même de l'extérieur du pays ou de la région, ils ne connaissent pas les services, ils ne connaissent pas la façon de faire hein, de votre petit milieu. Et c'est là que je me suis attardée aux trois types de migrants. Donc, à Longueuil, on a des non-migrants. Les non-migrants, c'est des personnes qui sont déménagées dans la même ville, hein, donc dans la même zone, finalement. OK? Donc, techniquement, peut-être même qu'ils sont restés avec la même école, peut-être qu'ils ont accès aux mêmes services. Donc, les non-migrants, c'est peut-être pas les personnes qui nous préoccupent le plus en termes de rupture dans la scolarité, là, je dirais, dans le parcours éducatif. C'est intense pour un élève de changer d'école. Ceux qui nous intéressent le plus, ce sont les migrants internes et externes. Les migrants internes, c'est des gens qui arrivaient d'une autre ville ou d'une autre région du Québec ou du Canada. Et les 5,5 ici, ce sont les migrants externes qui arrivaient de l'extérieur du pays. Puis on a tendance à oublier ce petit 20,7 mais ce pas si petit 20,7 de gens ici qui sont arrivés dans notre ville. Je vais vous le montrer par agglomération, ici, là. Alors, on va s'en aller avec les villes. Je vais vous le montrer un peu plus haut. Je n'ai pas fait les graphiques, mais oui, en tout cas, euh, voyez-vous ici, là, je vais essayer d'aller le plus dans ceux qui sont le plus intenses. Là. À Brossard, 7,7 de la population qui avait aménagé dans la ville de Brossard provenait de l'extérieur du Canada, alors qu'à Boucherville, on est seulement à 1,5 ou 2,3 à Saint-Bruno. Puis regardez par contre ici les migrants internes. Les migrants internes, là, ce sont eux qui arrivaient d'ailleurs quand même, là, même s'ils ne sont pas nécessairement de l'extérieur du pays. À Saint-Lambert, on est à 27,8 ce qui est beaucoup de personnes qui déménagent. Donc, en bout de ligne, en fait, moi, ce que j'aime, c'est d'additionner puis j'ai même ici Vieux-Longueuil, Greenfield Park, puis Saint-Hubert, là, ici, là. Donc, dans Longueuil, la moyenne est de 39 mais dans le vieux Longueuil, là, le taux de mobilité, c'est presque 48 48 de personnes qui ont déménagé dans les 5 dernières années, c'est beaucoup, ça fait beaucoup de gens. Alors, c'est des personnes dont il faut se préoccuper aussi dans nos services, notamment la zone bleue ici, qui sont les migrants internes, qui sont peut-être, ou pas, là, mais peut-être un peu oubliés à travers cette mobilité-là, comparativement aux personnes issues de l'immigration qui arrivent dans nos communautés. Tout va bien là-dessus? Parfait. Les taux de famille monoparentales. La monoparentalité peut avoir vraiment un impact sur la persévérance scolaire du point de vue parce que les jeunes sont impactés par des défis émotionnels, des défis financiers, des défis logistiques, parfois la garde partagée. Ils sont déstabilisés par tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on a utilisé le taux de famille monoparentale comme un indicateur. Dans Longueuil, on a 59 des familles qui ont des enfants, un ou des enfants. Donc, le fait que les familles de Longueuil soient à 59 c'est plus que la moyenne de la Montérégie ou que celle du Québec. Donc, on est une bonne gang de familles avec enfants. Parmi ces familles-là, près de 30 sont des familles monoparentales, donc près d'une famille sur trois. Donc, ça place Longueuil pas dans je dirais, dans les pires, entre guillemets, là, dans la Montérégie, mais ça place quand même, c'est quand même un taux qui est relativement élevé. Donc, si on s'en va voir ici parmi les villes, parmi je dirais, les grandes villes, c'est Longueuil ici qui a le taux de famille monoparentale le plus élevé, donc avec 33,5 et dans ce Longueuil-là, le vieux Longueuil, 36,7 de familles monoparentales. Donc, vieux Longueuil, c'est du monde qui ont déménagé beaucoup, beaucoup de familles monoparentales. Et là, ce que je veux vous dire, c'est que chaque défi ou chaque indicateur pris individuellement
vient pas faire en sorte, c'est pas parce qu'un enfant, par exemple, vient d'une famille monoparentale qu'il réussira pas son école. C'est l'accumulation des différents facteurs qui peut faire en sorte, à un moment donné, que le jeune, c'est juste trop. Puis quand on accumule, c'est pas, par exemple, si j'ai deux indicateurs, c'est pas deux fois pire, c'est exponentiel, en fait. À chaque fois qu'on ajoute une couche d'impact, ça devient de plus en plus difficile pour le jeune. Alors, c'est pour ça ici que je note un peu le vieux Longueuil, parce que là, c'est là qu'on voit que particulièrement, puis ça ne veut pas dire, comme je dis, qu'il n'y a pas d'autres défis ailleurs, mais il y a des zones où les défis commencent à s'accumuler un petit peu plus. Puis j'ai voulu juste faire un clin d'œil, je l'ai fait pour personne d'autre, ça, mais regardez le taux des familles de 5 personnes et plus, parce que, tu sais, ça fait des grosses familles, ça. Et à Brossard, on est à 8,8 des familles qui sont à 5 personnes et plus, et c'est un gros taux par rapport à d'autres familles de la Montérégie que j'ai regardé tranquillement au fil de mon année. Ça va avec ça? Parfait. Je continue ici avec le revenu et l'emploi. Ça, c'est sûr que ça a beaucoup changé, OK, depuis la pandémie, notamment l'emploi. Ça a beaucoup varié hein, dans les dernières années. Donc, on va le regarder à titre indicatif, mais on ne peut pas prendre ça vraiment au pied de la lettre actuellement aujourd'hui. Donc, à Longueuil, ce que je veux vraiment vous faire voir, là, c'est le taux d'emploi des personnes 25 à 64 ans. Donc, on peut penser qu'elles ont terminé leurs études, pas nécessairement, là, mais ce sont les personnes souvent après études, et le taux d'emploi des 15 à 24 ans. Le taux d'emploi des 25-64, c'est important dans la mesure où les personnes qui travaillent peuvent être des modèles pour les jeunes qui vont à l'école. Donc, papa, maman travaillent, ont un emploi. J'ai un modèle hein, de quelqu'un qui a un horaire, qui travaille, qui a des responsabilités. Donc, c'est bien. Évidemment, c'est bien aussi économiquement que les parents aient des emplois parce que ça fait moins de stress sur le jeune. Le taux d'emploi des personnes de 15 à 24 ans, c'est particulier parce que ça a deux revers. Le premier, c'est que lorsque un jeune va aux études et qu'il travaille en même temps, cette personne-là peut développer son autonomie, peut comprendre mieux le marché du travail, économiser. Donc, il y a plein de choses comme ça que le jeune peut apprendre en travaillant, même s'il va aux études. Cependant, l'autre revers, c'est que s'il travaille trop, donc le nombre d'heures trop élevé, ben, à ce moment-là, ça va nuire à sa persévérance scolaire. Pour les jeunes du secondaire, on parle de 15 heures par semaine maximum pour éviter de nuire à la persévérance scolaire. Pour les autres, je dirais FP, FGA, université, cégep, on parle de 20 heures et plus par semaine. Ça, c'est un dossier qu'on est en train de regarder très en profondeur à l'IRCM, puis il va y avoir un webinaire statistique sur la conciliation études-travail, vie personnelle, plus précisément dans les prochains mois. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ça. Ici, pour Longueuil, c'est le taux d'emploi des 15 à 24 ans, le taux général, c'est-à-dire qu'ils soient ou non aux études. Mais ça nous donne quand même un aperçu qu'il y a 68 de nos jeunes qui ont un emploi. En ce moment, c'est peut-être même un petit peu moins. En ce moment, c'est difficile pour les jeunes. Il y a quelque chose, hein, je regarde Guylaine au Centre Jeunesse Emploi, c'est plus aussi facile qu'il y a quelques mois. Hein. Donc là, il y a il y a sûrement une baisse. Et là, je vais aller chercher d'autres statistiques. Là, c'est parce que je Puis, voulais. Oui, Guylaine. puis il y a une autre chose, c'est que, tu sais, puis on le vit avec ça nous aussi, c'est de mettre les 15-24 ans ensemble alors qu'il y a une grande différence entre 20-24 puis 15-19, tu sais. Ils n'ont Ça fait tellement pas que, les mêmes réalités. exact. Ils ne travaillent pas pour les mêmes raisons. Donc, il y en a là-dedans qui vont travailler pour combler des besoins financiers immédiats, alors que les autres, c'est plus par choix, parce qu'ils veulent Ouais. s'épanouir, puis ils veulent avoir un peu de Il y sous, en tu a sais. là-dedans qui sont encore chez leurs parents, tu sais, 15, 19, 20 sont encore chez leurs parents, mais Oui, dans les 22 à 24 ans, ben, oui, des fois, ils sont en appartement, donc la réalité oui. est différente, là. Ouais, Ben, ouais. c'est super. Puis, ben, vous viendrez, Guylaine, excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez mon chien, mais elle commence à japper en arrière. Vous viendrez voir le webinaire qu'on prépare justement où on va voir ces différences-là, différences de genre aussi. Ce n'est pas les mêmes défis pour les garçons, les filles en termes de facilité à concilier études, travail. Donc, c'est un dossier super intéressant.
Si je m'en vais ici parmi nos taux d'emploi, là, dans nos villes. C'est vraiment, encore une fois, ici à Longueuil, qu'on a le plus de jeunes de 15 à 24 ans. C'est à 57% ici à Longueuil, suivi de très près par Saint-Bruno et Boucherville. Là, ici, on a... Donc, attendez, ça, c'était pour les... C'est-tu drôle, hein? Ça, c'est pas bon, ces chiffres-là. Parce que si on a 67 en moyenne, ça ne peut pas être ces chiffres-là. Je vais réviser ça parce que il me semble que la moyenne ne peut pas être, ça peut pas être des chiffres dans la cinquantaine si la moyenne est 67,9. Je vais vérifier, OK, je viens de réaliser qu'il y a sûrement une erreur ici. Et pour le taux d'emploi des 25 à 64 ans, ben, c'est à Brossard qu'il y en a le moins donc, de personnes qui sont en emploi, donc en 2021. Alors, puis c'est à Saint-Bruno et Boucherville et Saint-Lambert qu'on a le plus de personnes en emploi. Donc, voilà. Oui, je vais réviser ça avant de le déposer. Pour le taux de famille, de faible revenu des familles, donc on les a un petit peu ici. À Longueuil, le revenu disponible par habitant est un peu plus élevé qu'en Montérégie. Cependant, il y a plus de familles qui sont sous le taux de faible revenu des familles, qui sont en fait sous le taux. Le taux de faible revenu des familles, c'est pas calculé selon le salaire, c'est calculé selon le salaire en fonction d'autres éléments, notamment la taille des familles. C'est pour ça que ça m'avait intéressé d'aller voir le nombre de personnes dans les familles à Longueuil, puis il y a un gros nombre de familles qui ont plus que 5 personnes. Donc oui, il y a le revenu disponible dans une famille, mais pour nourrir ou pour loger combien de personnes? Et c'est là que le taux de faible revenu devient intéressant. C'est que même si le salaire, le revenu disponible par habitant est un peu plus élevé, le taux de faible revenu de famille est aussi un peu plus élevé parce qu'il y a plus de monde dans les familles, notamment. Il y a sûrement d'autres raisons. Il y a des particularités à cet indicateur-là qui sont liées vraiment. C'est un indicateur qui est lié à la communauté autour aussi et non pas à l'ensemble du Québec. Donc, on va se lier à la communauté. Donc, beaucoup de personnes à faible revenu. Le taux de faible revenu, évidemment, ça peut constituer ici un obstacle important parce que les jeunes, je vais revenir, Robert, je reviens tout de suite, les jeunes n'ont pas accès nécessairement non plus aux mêmes activités avant de rentrer à l'école, donc les opportunités, disons, qui sont avant l'école. Ils n'ont pas les mêmes opportunités non plus en termes de parascolaire. Donc, ce sont parce que les familles sont à plus faible revenu. Donc, c'est sûr que ça peut causer un frein. Oui, Robert. J'étais curieux si dans une édition ultérieure, vous allez utiliser un autre indicateur plutôt que la mesure du faible revenu. Parce que de mémoire, qui est très utile, mais de mémoire, la mesure du panier de consommation pouvait des fois traduire un peu plus justement la réalité terrain d'une conception de pauvreté un peu plus englobante. Parce que de mémoire, la mesure du panier de consommation sur la plupart des territoires, pour la plupart des communautés, le revenu nécessaire est un peu plus élevé. Donc, Oui. on inclut plus de gens dans cette compréhension-là d'un faible revenu. Robert, je suis tellement contente que vous me posiez la question parce qu'on va réviser l'ensemble des indicateurs pour une prochaine édition. Parce que moi, comme je vous expliquais, quand je suis rentrée en poste, j'étais un peu nouvelle aussi dans cet univers-là. Puis on avait fait ces choix-là. Puis plus j'avance et plus je me rends compte qu'il y a des choses plus précises que je pourrais utiliser. Puis il y a des choses qui me manquent aussi, notamment sur la santé mentale. Donc, il y a plusieurs petits aspects comme ça. Fait que, Robert, oui. Il y a ça, puis il y a l'indice, l'IDC, c'est de mémoire, si je ne me trompe pas. Puis je vais justement en entendre parler prochainement. Là, je vais assister à une rencontre à ce sujet-là. Fait que oui, je vais prendre un indicateur plus englobant. Puis d'autant plus que, bon, le faible revenu, une famille à faible revenu, OK, je vais essayer de l'expliquer autrement. Le prochain indicateur, OK, je vais prendre le prochain indicateur, puis on va regarder ensemble ce que ça peut vouloir dire. C'est le taux de personnes dans la population qui a aucun certificat, diplôme ou grade. Ça ici, le fait d'avoir un parent qui n'a pas de diplôme, ça a un impact majeur sur la persévérance scolaire des jeunes. Dans Longueuil, ce taux-là est à 9,3 ce qui est relativement bas par rapport à toutes les autres MRC en Montérégie. Donc, 9,3 des personnes de 25 à 64 ans, on peut présumer donc des parents,
ou des grands-parents n'ont pas de diplôme. Cet indicateur-là ici, moi, j'aimerais bien l'avoir chez les 25-55, je dirais, là, qui sont peut-être, mais en tout cas, 25-64, ça peut quand même donner un bon indice sur les parents, donc, de nos jeunes. Le fait de ne pas avoir de diplôme n'est pas équivalent à avoir un salaire faible. OK? Fait que parfois, dans certaines régions, dans certaines localités, il y a des gros emplois très, très payants qui demandent très peu de niveau de scolarité. Au secondaire 5, hein, on peut travailler dans des grosses entreprises avec des gros salaires. Donc, le fait, dans certaines régions, le fait d'avoir des salaires plus élevés n'est pas garant d'avoir des parents qui vont donner un exemple de persévérance scolaire à leurs enfants. Cependant, le fait d'avoir, même l'inverse peut même être vrai aussi, c'est que le fait d'avoir un faible revenu n'est pas non plus garant de ce que les parents n'aient pas un haut niveau de scolarité. On a des parents qui ont des très hauts niveaux de scolarité, notamment des personnes issues de l'immigration, qui arrivent au Québec puis qui peuvent malheureusement pas occuper un emploi qui correspond à leur scolarité, en tout cas pas immédiatement. Donc, ça crée le fait même d'utiliser le revenu comme un indicateur va disparaître. C'est sûr que ça va être autre chose qui va être utilisé. Et cet indicateur 6 ici est beaucoup plus parlant que l'indicateur du revenu. Donc, ici, dans Longueuil, puis je vais vous le montrer, je vais y aller tout de suite par agglomération, là, par ville, là, je l'ai ici. Là. On va regarder ça. Donc, dans Longueuil, les personnes, voyez-vous, là, c'est ici. Donc, c'est dans Longueuil même. Donc, c'est le vieux Longueuil, si je ne me trompe pas. J'ai écrit Longueuil, mais c'est le vieux Longueuil. C'est ici. Non, vieux Longueuil sont ici, c'est ça. Vieux Longueuil, 12,3. Voyez-vous, encore là, on vient d'ajouter quelque chose dans le vieux Longueuil ici, un autre aspect qui est plus difficile, qui a plus d'impact. Vieux-Longueuil, Saint-Hubert, ce sont vraiment les deux endroits où on a le plus de personnes qui n'ont pas aucun certificat, diplôme ou grade. Puis si on regarde les diplômes universitaires, Saint-Lambert, Saint-Bruno, Boucherville, on a beaucoup de gens qui ont des gros diplômes, des diplômes universitaires, comparativement, je dirais, à Brossard et surtout à Longueuil. Donc, Longueuil a une réalité particulière, tandis que les autres peuvent être un peu plus similaires, je dirais, là, en termes de proportion. Longueuil a vraiment une réalité qui est différente de celle des autres villes de l'agglomération. Si on revient quand même un peu ici globalement, je n'ai pas fait le détail pour toutes les villes, les diplômes d'études secondaires ou professionnelles, on parle ici du plus haut niveau obtenu par les parents. OK? Donc, c'est évident ici que les gens qui ont un diplôme d'études collégiales ont aussi un diplôme d'études secondaires, mais c'est le plus haut niveau obtenu. Donc, c'est à peu près moitié-moitié au secondaire, entre la secondaire puis la formation professionnelle. C'est plus bas que dans le reste de la province et de la région. Au cégep, c'est à peu près équivalent. Puis, les diplômes universitaires dans l'agglomération, il y en a vraiment beaucoup plus. Si je ne m'abuse, c'est la région où c'est l'agglomération, c'est là où il y en a le plus en Montérégie. Mais comme je dis, ça ne veut pas dire que cette moyenne-là n'est pas représentative de la ville de Longueuil. OK? Elle est peut-être un peu plus représentative. En fait, elle n'est même pas représentative non plus des 4 autres parce qu'elles sont toutes beaucoup plus élevées que 44 le 60, 70 c'est vraiment beaucoup. On peut s'attendre à ce que ces parents qui ont des gros diplômes vont être un peu plus enclins à favoriser, à valoriser les études, valoriser le parcours scolaire. Donc, c'est une réalité qu'on peut observer. Je continue? Parfait. L'immigration. Diversité ethno-culturelle. Au départ, mon indicateur, c'était le taux de personnes issues de l'immigration, point. Et lorsque j'ai fait mes recherches dans les derniers mois, je me suis rendu compte que, en fait, ce qui arrivait, là, c'est que moi, quand je suis arrivée à l'IACM, les personnes issues de l'immigration, les jeunes issus de l'immigration, avaient un taux de diplomation vraiment supérieur à celui des jeunes qui n'étaient pas issus de l'immigration.
Alors là, ça me disait, bon, ben c'est super, ça veut dire que le fait d'avoir une bonne population immigrante dans une zone va faire augmenter le taux de diplomation. Et ça, c'était vrai, jusqu'à il y a tout récemment. En fait, récemment, l'immigration a changé. Hein, au Québec, il y a beaucoup plus de réfugiés qui sont arrivés avec nous, donc qui ont joint notre communauté. Et le fait d'avoir des personnes réfugiées fait en sorte que les jeunes qui arrivent dans ces familles-là n'ont pas eu la scolarité, euh, une scolarité qui était bien balancée, bien équilibrée. Certains arrivent de camps de réfugiés, certains n'ont jamais été à l'école. OK? Donc, il y a vraiment des jeunes, une nouvelle forme d'immigration au Québec en ce moment. Ben, en ce moment, dans les dernières années, qui fait en sorte que les jeunes sont moins équipés pour l'école lorsqu'ils arrivent. Donc, le taux de diplomation n'est plus haut pour la première génération. Donc, pour les élèves qui arrivent en première génération, donc ils ne sont pas nés ici, ils arrivent. Hein, juste pour être sûr, là, la deuxième génération, c'est les jeunes qui sont issus de l'immigration, mais ils sont nés ici. Et la troisième génération, ben là, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis ils sont bien, bien implantés. Donc, à Longueuil, les personnes qui sont issues de l'immigration de première génération, on parle de 27 de la population, c'est presque le tiers de la population première génération. Puis ça, on est en 2021. On peut supposer que c'est au moins égal ou peut-être même plus en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans les dernières années. En ce moment, la première génération, ils ont un taux de diplomation qui est équivalent. Mais moi, ce que je veux vous dire, puis je vais vous en parler du taux de diplomation par la suite, même si le taux de diplomation est équivalent, les élèves de première génération sont plus nombreux à décrocher. OK? Donc, à quitter l'école avant d'avoir obtenu leur diplôme. Je vous en reparle tantôt. Alors, c'est pour ça que cet indicateur-là, je l'ai modifié ici parce que je veux vraiment axer sur cette partie orange ici, qui est la première génération. Et si je m'en vais, encore une fois, faire le petit détail ici, regardez Brossard. Brossard, on a près de la moitié de la population immigrante. En fait, ce n'est pas la moitié de la population, c'est la moitié de la population immigrante et de la population de première génération. Et ça vient les personnes de Brossard viennent de la Chine. Celles qui sont arrivées dans les 5 dernières années, donc entre les 2 années du 2016-2021, à Brossard, les gens provenaient de Chine, d'Afghanistan, d'Inde, d'Iran et d'Algérie, des pays dans lesquels le français n'est évidemment pas la langue, sauf peut-être pour l'Algérie, la langue principale. Alors ici, à Brossard, c'est vraiment très particulier la proportion de personnes issues de première génération. Dans les autres, on a ici évidemment Longueuil. Les gens viennent de Cameroun, Côte d'Ivoire, France, Algérie, Maroc, un peu plus francophone comme pays d'origine. Même, je dirais, un peu partout, non, peut-être pas ici. Donc, à Saint-Bruno, France, Brésil, Chine, États-Unis, Mexique, France, Chine, Brésil, Cameroun, Maroc. Et c'est très particulier, là, je pense que vous le savez, c'est très particulier à l'agglomération de Longueuil qu'il y ait beaucoup d'immigration en provenance de Chine. Donc, parce qu'on a une communauté chinoise bien développée ici dans notre agglomération. Et c'est pas seulement à Brossard, c'est aussi à Boucherville et à Saint-Bruno. Donc, c'est comme ça, la communauté chinoise, c'est parce qu'on n'en voit pas dans les autres MRC ou à peu près pas, là, que ce soit les pays les plus proéminents là, dans les proportions. Voilà. Je continue. On parlait de la langue. Le taux de connaissance du français, qui est quand même un des assez bas, là, je dirais, là, en Montérégie, là, dans l'agglomération. On est vraiment parmi les plus bas ici. 93 des gens qui connaissent le français, soit parce qu'ils le connaissent uniquement ou ils sont bilingues, donc ils connaissent les deux. À 35,8, c'est un petit pourcentage de gens qui connaissent uniquement le français. On a quand même une bonne proportion de personnes qui sont bilingues. On a une bonne proportion en Montérégie, le 5,2 d'anglais uniquement, c'est parmi les plus hauts. Et ni français ni anglais aussi, le 1,7, c'est parmi les plus hauts aussi. Et je vais rapidement passer dans ma connaissance du français ici.
Parce que, évidemment, c'est très différent, on le voit. Boucherville, Saint-Bruno, on est en haut de 97 pour les deux. 94, 95 pour Saint-Lambert et Longueuil. Brossard, 82 à Brossard seulement. C'est un taux parmi les plus bas que j'ai vu dans tout ce que j'ai étudié. Dans le Haut-Saint-Laurent, le taux, je pense qu'il est autour de 85. Donc, à Brossard, c'est encore plus, la connaissance du français est encore plus basse que partout en Montérégie. Donc, c'est ici que c'est le plus problématique. Et dans le vieux français uniquement dans le vieux Longueuil, ce qui est intéressant, c'est c'est dans Greenfield Park qu'il y a le moins de personnes qui parlent français uniquement. Pourquoi j'ai mis l'accent là-dessus pour le vieux Longueuil, français uniquement? Bon, c'est une donnée, je l'ai mise parce que je l'avais, j'imagine. Mais c'est vraiment ça ici qui est le plus impressionnant, c'est à Brossard. Je continue. On est rendu à l'indice de littératie. Excusez, les petits rhumes qui circulent. L'indice de littératie sous le niveau 3, ça, c'est un indice dont il faut vraiment tenir compte dans toutes nos communications avec tous nos publics montérégiens. Le niveau 3, je m'excuse, Robert, oui, je vois une question. Pas de problème, là, je pourrais regarder le document, là, mais j'étais curieux de savoir comment que l'indicateur, justement, connaissance du français était déterminé, qu'on connaît ou qu'on maîtrise. Ben, en fait, c'est-tu auto-déclaré, c'est-tu? Parce que sur le terrain, l'impression que j'ai, puis c'est juste une donnée empirique très limitée, mais c'est que le français peut être connu, mais pas nécessairement fonctionnel ou pas nécessairement suffisant pour certains sphères de la vie. Donc, peut-être que des fois, les parents sont très, très habiles au travail parce que c'est leur domaine d'expertise. Ouais. Mais pour travailler avec les écoles, des fois, j'ai l'impression que dans certaines écoles, encore une fois, par contre, ça varie énormément. Là, je vais parler des écoles justement que tu as souligné, là, les communautés qui sont qui ont une moins grande maîtrise du français. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on est à des taux fort supérieurs, que le français n'est pas suffisant, malheureusement. Fait que là, les relations parents-école ou Ouais. aller chercher les ressources d'intégration est plus difficile. Fait que j'étais étonné de voir le 80 quelques %, là. Mais en même temps, je me dis, probablement que si c'est en partie autodéclaré, ben effectivement, je déclarerais assez rapidement que je parle anglais, même si je n'ai pas nécessairement la plus grande maîtrise anglaise, des choses comme ça. Fait que peut-être que c'est la même chose pour le français, là. Écoutez, Robert, je suis tellement, tellement, tellement d'accord avec ça. Puis moi-même, je me questionne parce que ce sont des données du recensement. Puis oui, effectivement, c'est sûrement autodéclaré. Puis on parle ici de connaissance du français. Hein, et le mot, c'est connaissance. Puis moi aussi, ça m'interpelle un peu. Connaître puis parler, c'est pas du tout la même affaire. Hein. Moi, quand j'écoute une émission en espagnol, je suis capable d'en comprendre des bouts, mais il là que je ne parle pas. Fait qu'effectivement, oui, mais ça, c'est quelque chose que j'aimerais pousser un peu, mais oui, je me pose exactement la même question. Donc, c'est d'autant plus préoccupant quand, de façon autodéclarée, le taux de 82 de brossard, c'est probablement beaucoup plus bas que ça. Effectivement. Si on parle de littératie, ça ici, ça nous vient de l'estimation d'un indice de littératie de la Fondation pour l'alphabétisation. Donc, c'est une estimation, mais on les a par MRC. Donc, la littératie niveau 3. Le niveau 3, il y a 6 niveaux de littératie. Là, ça commence à 0. Le niveau 3, c'est lire des textes denses ou longs nécessitant d'interpréter et de donner du sens aux informations. Donc, le niveau 3, c'est tous les courriels que je reçois de l'école de ma fille. Et même 4, des fois, non, 3. Et 52. À Longueuil, c'est quand même vraiment plus bas. Mon Dieu, je cherchais la ligne en haut, là, mais d'habitude, les MRC, ils ont toute la ligne vraiment beaucoup plus haut. Vraiment, vous faites partie de celles, vous êtes la meilleure, entre guillemets, dans toute la Montérégie en termes de littératie sous le niveau 3, c'est-à-dire que vous avez seulement 48 de votre population qui est analphabète fonctionnel. Donc, c'est un peu ça que souvent les médias vont utiliser comme terme. Ça reste qu'il y a quand même 48 des gens qui ne sont pas capables de comprendre, des gens de 15 ans et plus, qui ne sont pas capables de comprendre un texte long ou dense. C'est vraiment important. C'est évident que ce taux-là est à la baisse.
puis qu'évidemment, chez les personnes plus âgées, il y a plus, le pourcentage est plus élevé. Je n'ai pas les détails de ça. Je ne les ai pas par âge, par groupe d'âge, mais on peut s'imaginer que la tendance va être à la baisse au fil du temps. Sauf qu'en ce moment, les parents de nos jeunes, c'est ceux-là qui sont le plus représentés dans ce 47,9%-là. Donc, très important que les écoles même la santé, les centres jeunesse, etc., toutes ces personnes-là qui communiquent avec des parents, qui comprennent bien que le parent ne peut pas comprendre la plupart du temps les documents qui sont envoyés. Je pense même juste au formulaire qu'il faut remplir des fois, là. Moi, là, qui ai une maîtrise en communication, parfois, là, je n'y arrive pas, puis je comprends pas. Fait que je me demande parfois là, comment les gens font, ceux qui n'ont pas ceux qui ont un taux de littératie sous niveau 3. Ça doit être très difficile. Puis, ça doit être, en fait, ce qu'ils ne peuvent pas faire non plus, ces parents-là, c'est accompagner les jeunes dans leurs devoirs, dans leur parcours scolaire. Fait que même le parent qui a un diplôme universitaire, qui est pro-école, qui valorise l'école, ne pourra pas aider son enfant dans son parcours scolaire parce qu'il ne parle pas la langue, il n'est pas capable de lire le cahier ou ici, c'est pas ici, le taux de littératie. Hey, je me questionne en ce moment, est-ce que c'est par rapport au français seulement? Je pense que oui, hein? Donc, les personnes qui... je me questionne, là, je me questionne en même temps, là, en même temps que je vous parle, je vais aller fouiller un peu plus là, sur cet indice-là parce que je me questionne moi-même, c'est qui sont ces personnes-là? La petite enfance, encore une fois, ici, on parle de faible revenu, là, les taux de 0,5 ans en situation de faible revenu. Puis ça aussi, Robert, là, je vous nomme, mais c'est quelque chose qu'on va évaluer comme si c'est un indice pertinent. Mais je me dis que probablement que celui-ci serait plus pertinent que le taux de revenu des familles là, dont on a parlé précédemment. En fait, c'est qu'à Longueuil, il est quand même beaucoup plus élevé qu'en Montérégie. On est à 10,7% des enfants de 0,5 ans en situation de faible revenu. C'est pas les plus bas en Montérégie, mais ça démontre quand même plusieurs enfants qui peuvent avoir moins d'opportunités éducatives, culturelles, etc. C'est cependant équivalent à peu près à celui du Québec. Pour ce qui est des places en service de garde, en Montérégie, excusez-moi, on est à 67% des enfants qui ont accès à une place en service de garde reconnue. C'est près de 80% à Longueuil. C'est en fait, je me demande, c'est-tu le meilleur taux? C'est le meilleur taux de toute la Montérégie. Bravo à ceux et celles qui ont poussé pour avoir des services de garde. C'est très bien. C'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration, mais c'est bien. On voit ici la répartition entre petite enfance, garderie privée subventionnée ou non, et les milieux familiaux. Et en plus d'avoir beaucoup de places, la majorité d'entre elles sont des places en CPE. Et de plus en plus, je dirais, les articles que je lis ou les éléments qui ressortent, c'est que les CPE ils ont réellement une qualité d'activité qui est plus grande que les garderies privées. Et malheureusement, il n'y a plus rien qui se passe par rapport aux milieux familiaux. Il n'y a plus vraiment d'études ou d'observations qui se font dans les milieux familiaux. Et bref, plusieurs disent qu'ils devraient continuer à en avoir parce que les milieux familiaux ne sont pas très observés. On ne sait pas trop toujours ce qui se passe dans les milieux familiaux. Ceci étant dit, il peut se passer sûrement des choses extraordinaires aussi. Ce n'est pas un jugement de valeur. Vulnérabilité des enfants. Si vous avez vu passer l'ECDEM un peu récemment, là, je ne sais pas si vous avez assisté à des rencontres. Moi, oui. Alors, l'ECDEM, hein, c'est l'enquête sur... Donc, je vais juste l'ECDEM. Donc, l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle. C'est une enquête qui est réalisée à tous les 5 ans. Donc, la dernière a eu lieu en 2022. J'ai fait un petit tableau ici parce que je trouvais ça intéressant de voir à partir de la première enquête en 2012, 2017, 2022, de voir l'évolution de la vulnérabilité. Donc, comment ça fonctionne? C'est que les étudiants, pas les étudiantes, pardon, les enseignantes de maternelle 5 ans,
je dis enseignantes, mais bon, il y a sûrement des enseignants aussi, il y en a quelques-uns, vont avoir un questionnaire. Ce questionnaire-là est normé. Il est distribué dans toutes les écoles primaires du Québec. Et normé, ça veut dire que tout le monde a le même questionnaire et ils vont observer chacun de leurs enfants en essayant de voir plusieurs caractéristiques liées à la santé physique, compétences sociales, maturité affective, le développement langagier, les habiletés de communication. Et l'indicateur qui est le plus utilisé, c'est la vulnérabilité dans au moins un domaine. En Montérégie, à Longueuil, on est à 28,7 d'enfants qui ont au moins un domaine. Donc, c'est équivalent à la proportion québécoise, un peu moins que dans le reste de la Montérégie. Et on voit des belles choses quand même à Longueuil. On voit ici que santé physique et bien-être, on se porte mieux chez les enfants que partout ailleurs au Québec ou en Montérégie et que cet indicateur-là, je vais le monter un peu, il s'est amélioré depuis 2017. Donc, il y a eu des bons coups qui ont été faits là-dessus. Cependant, compétences sociales, maturité affective, tout allait relativement bien. Donc, on était en meilleure position que la Montérégie dans les années passées et cette position-là a décliné. Donc, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus vulnérable. Même chose pour le développement cognitif et langagier et les habiletés de communication et connaissances générales. Et ici, non seulement ça monte, mais là, on est rendu de façon critique significativement moins élevé que dans le reste de la plus élevé, pardon, que dans le reste de la Montérégie. Les courbes, si on regarde au fil des années, donc le vert, c'est la Montérégie, le Québec en bleu et Longueuil en orange, eh bien, le orange a fini par rattraper les deux autres courbes. Donc, la vulnérabilité à Longueuil devient aussi pressante que dans le reste du Québec et de la Montérégie. Actuellement, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Il n'y a pas de réponse actuellement. Il y a plein de pistes de réponses, les écrans, il y a toutes sortes de choses là, à ce moment-ci là, qui sont sur la table. Donc, je n'ai pas de réponse. Mais il y a une intervention critique qui doit être faite, pas seulement à Longueuil, mais partout par rapport à la vulnérabilité des enfants de 5 ans, parce que tout ça les suit pour le reste de leur parcours. Un enfant vulnérable dans un domaine en maternelle, ça va se régler au fil de son primaire généralement. Mais quand on commence à être dans 2 domaines, 3 domaines, là, ça devient, on ajoute encore des critères. Exponentiellement, ça devient de plus en plus difficile pour cet enfant-là. Est-ce que j'ai des données montérégiennes? Je pense pas. Ah non, ça, c'était mes dernières données, là, la connaissance du français. J'ai plus de données sur les villes. Je continue rapidement, le temps file. Je vais vous parler de l'IMSA aussi. Ça, c'est un autre indice que je vais peut-être écarter de ma prochaine édition. L'IMSA, donc l'indice de milieu socio-économique, c'est un indice qui est assez controversé, tient compte encore une fois ici, c'est la proportion de ménages, la proportion de familles. Proportion de ménages où les parents n'étaient pas à l'emploi. Donc, ça compte pour 1/3 de l'indice. Et aucun certificat, diplôme ou grade de la mère qui compte pour le 2/3 de l'indice parce que dans cet indice-là, on estime que c'est surtout la mère qui accompagne l'enfant dans son parcours scolaire. C'est peut-être plus tout à fait vrai, il faudrait revoir. À 5,28 Longueuil fait partie des villes des agglomérations où c'est assez bas l'indice et plus c'est haut. En fait, plus c'est haut, plus ça veut dire que les enfants ont des besoins. Et plus les enfants ont des besoins, plus le gouvernement aide. Donc, ici, à Longueuil, il y a 37 des écoles du primaire qui reçoivent une aide supplémentaire du gouvernement pour aider les jeunes dont l'école est classée entre 7 et 10. Et au secondaire, c'est 37 des écoles secondaires. Donc, voilà, c'est un constat. Les élèves HDAA, donc les élèves en situation de handicap, ou d'adaptation ou en difficulté d'adaptation, 20,8 à Longueuil. On peut supposer que c'est plus que ça, parce que ça ici, ce sont les cas qui sont diagnostiqués.
hein. Donc, on peut supposer on le sait, qu'il y a beaucoup plus de jeunes non diagnostiqués, mais ça va pour l'ensemble de toutes les communautés. Donc, un jeune sur 5 déclaré diagnostiqué avec un handicap ou une difficulté d'apprentissage. On parle ici aussi des TDAH, etc. Donc, voilà. Je veux tomber rapidement dans notre tableau de la diplomation. La particularité du tableau qu'on a conçu à l'IRCM, c'est qu'on n'est pas ici par centre de service scolaire. La plupart des données que vous allez voir sur le site du gouvernement du Québec, ce sont les taux de diplomation par centre de service scolaire. Ici, ce sont les taux de diplomation par MRC. Donc, c'est-à-dire si l'élève habite dans la MRC, même s'il va à l'école dans la MRC à côté. OK? Donc, s'il habite chez vous, son taux de diplomation. Je n'ai pas non plus ce taux-là pour les villes. J'aurais vraiment aimé, mais je n'ai pas cette donnée-là. Dans Longueuil, c'est un taux de diplomation après 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2013, 2014, 2015, le gouvernement a établi une liste d'élèves qui ont commencé leur secondaire 1. Là, la dernière donnée que j'ai, OK, puis je vais vous dire après pourquoi je n'ai pas les autres plus tard. 2015, donc, c'est les jeunes qui sont sortis de l'école en 2022. OK, donc les 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. C'est bon, je suis obligée de compter sur mes doigts. Ils sont sortis de l'école. Donc, ils ont comptabilisé les gens qui ont commencé en 2015, combien ont obtenu un diplôme en 2022. Ça inclut tout ça, la formation professionnelle, ça inclut tout le secondaire. Ça, c'est tout ce qui est secondaire. Et à Longueuil, ça monte, OK, un petit peu, mais ça monte lentement, mais sûrement. Puis avec la quantité de population qu'il y a ici, avant de faire monter un pourcentage, il faut qu'il se soit passé des belles choses, là, OK? Fait que ça monte, OK? Donc ça, c'est une belle nouvelle. 82,8 pour la cote de 2013, 84,9 pour celle de 2015. Qui plus est, le taux d'écart entre les gars et les filles a baissé, l'écart de diplomation. Donc ici, là, un peu plus pâle, là, ça, c'est les gars, les filles. Donc, on était à 9,1 points d'écart en l'accord de 2013 et on est tout près de 6 maintenant. Donc, ça, c'est 2 bonnes nouvelles. C'est des beaux taux en plus. Ça, si je ne m'abuse, ce sont parmi les taux qui sont assez hauts là, en Montérégie. Ici, cette population-là qu'on évalue, c'est toutes les personnes dont on avait la liste en secondaire 1. Personne issue de l'immigration qui arrive en secondaire 3 n'est pas là. Elle n'est pas comptabilisée dans ce taux-là. Si la personne tantôt, je vous parlais d'immigration de première génération, là. Les taux de diplomation, là, il y a beaucoup d'étudiants, d'élèves de première génération qui arrivent en cours de secondaire. Il y en a beaucoup qui ne sont pas pris en compte dans les taux de diplomation. Il y en a qui arrivent au primaire, donc ça, c'est correct, sont pris en compte parce qu'ils commencent leur secondaire 1 en même temps que les autres. Là où on a les étudiants de première génération qui sont pris en compte, c'est le taux de sortie sans diplôme. Ça peut sembler, on peut se dire, ben normalement, si je fais 100 moins le taux de diplomation, ça va me donner le nombre de 100 diplômes, mais ce n'est pas en tout le même indicateur. Le taux de sortie sans diplôme, peu importe l'année à laquelle le jeune a commencé, peu importe s'il était ici ou pas en secondaire 1, peu importe d'où il vient, en 2021, lorsque les jeunes ont fini l'école en secondaire 5, et là, ils attendent 1 an, ils disent, OK, mettons, en 2021, on attend jusqu'en 2022 pour voir s'ils vont revenir à l'école. Ah, ils ne sont pas revenus. OK, là, je vais donner mon taux de sortie sans diplôme de 2021. Donc, ça prend 1 an pour avoir les taux de sortie sans diplôme parce qu'ils attendent de voir si le jeune est retourné ou pas. Donc, à Longueuil, le taux de sortie sans diplôme en 2021, donc c'est un chiffre qu'on a eu en 2022, était de 11,9 %. Techniquement, je vais avoir mon taux de sortie sans diplôme très, très bientôt, là, si ce n'est déjà fait. Donc, ça va être mis à jour prochainement. Puis pour ce qui est de ma cohorte de la diplomation là, de 2000, en fait, là, normalement, ceux de 2016 qui ont diplômé en 2023, je devrais avoir mes chiffres, là. Mais en fait, les chiffres sont sortis par centre de service scolaire.
mais il y a une transformation à faire pour les avoir par MRC et j'attends tout simplement après, après la transformation pour avoir mes données par MRC, donc pour pouvoir les comparer. Mais là, je veux que vous sachiez que sur le tableau de bord de l'éducation, vous avez juste à googler le tableau de bord de l'éducation. Vous allez tomber sur le site web du ministère de l'Éducation où les taux de diplomation par centre de services scolaires sont sortis et c'est à la baisse un peu partout. OK? Donc là, faites pas le saut. Les taux de diplomation sont pas mal partout, tous à la baisse. Même les taux prévisionnels en ce moment, parce qu'ils ont même les taux de la cohorte de 2017, mais juste, c'est pas les taux finaux, là, ce sont prévisionnels et c'est encore à la baisse. Donc, il y a vraiment un impact à la baisse sur la persévérance scolaire, sur le taux de diplomation lié, on pense, à la pandémie, ou au fait que les jeunes sont allés travailler beaucoup, que la grève dans le milieu scolaire, etc. Donc, ça a eu un gros impact. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, mais les taux sont à la baisse. Je termine, je m'excuse, là, j'avais commencé un petit peu plus tard. Ici, on a cette espèce de tableau de bord à la fin qui résume toutes les caractéristiques que je viens de vous montrer. Donc, je vous rappelle que je vais mettre à jour ce portrait-là lorsqu'on aura des données assez substantielles pour dire qu'on refait une autre version. Et je vais réévaluer les indicateurs avec mon équipe et avec d'autres partenaires pour m'assurer qu'on a des indicateurs qui sont encore plus parlants en ce qui concerne la persévérance scolaire et la réussite éducative. Je pense que j'ai fait le tour. Je ne suis pas si pire quand même, là. 2 minutes de retard. Est-ce qu'il y a des questions? Non? D'accord. Après, je vais tout de suite aller mettre à jour mon petit tableau dans lequel je pense qu'il y a une erreur. Et tout de suite après, je vais vous envoyer un petit courriel avec les documents. Donc, pour que vous puissiez, je vais vous envoyer Montérégie et l'agglomération de Longueuil avec l'annexe. Puis avec un lien vers un petit sondage de 1 seconde là, qui vous demande comment vous avez trouvé la présentation. Puis voilà. Ben, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été avec moi ce midi. Puis j'espère peut-être vous rencontrer éventuellement dans d'autres présentations. N'hésitez pas à revenir nous voir. Merci. Merci. Merci, bonne Merci journée. beaucoup. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Bonne journée. Au revoir.